Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Je sais que vous êtes très addicts de cette émission, mais on va plutôt dire passionnés, me semble-t-il, puisqu'on vient avec Laurent Carilla, juste avant d'entrer dans le studio, d'avoir une grande conversation entre les similitudes de l'addiction et de la passion. Bon, en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on est dans une société de consommation, ça n'échappe à personne, et c'est vrai que consommer, c'est un moyen de se remplir, au sens symbolique évidemment, et après tout, pourquoi pas, si manger un carré de chocolat, ça nous fait voir la vie meilleure, il n'y a pas de problème. Sauf que le problème va se poser si on mange toute la tablette, et on va essayer de comprendre avec Laurent Carilla qu'est-ce qui fait que quelqu'un va réussir donc à ne manger qu'un ou 2 ou 3 carrés de chocolat, alors qu'un autre va tomber dans l'addiction du chocolat, va manger toute la tablette et peut-être encore l'autre s'il y en a 2 dans le placard. Alors les addictions, on verra aussi qu'elles sont de plus en plus nombreuses. On pourra peut-être aussi faire un point sur ces nouvelles drogues comme le chemsex qui peuvent mettre notre vie en danger. On pourra voir aussi pourquoi souvent pour faire l'amour, enfin pour faire du sexe plutôt je devrais dire, on a tendance à se faire aider par des substances comme l'alcool ou la drogue. Et puis on verra d'ailleurs si la drogue c'est un plus ou un moins dans la sexualité. Et puis je suis contente que ce soit Laurent Carilla qui soit avec nous pour cette émission sur l'addiction, parce que ça a été un des premiers psychiatres à signaler la montée en puissance des addictions. Il y a déjà ça fait longtemps, Brigitte, qu'on se connaît. Oui. Non, on est toujours jeunes. On est addicts l'un de l'autre. Non, moi, passionné. Non, moi j'ai développé un concept qui s'appelle l'addiction positive. Et donc moi je suis positivement addict à vous. Alors 0826 300 300, ça c'est notre numéro pour venir parler de votre addiction ou de celle de votre partenaire, ou pourquoi pas de poser des questions, de réagir. Oui, alors la passion, l'addiction, on les confond parfois un peu. Le terme je suis addict rentre un peu dans le langage courant. Ouais, c'est ça le problème du terme je suis addict qui rentre dans le langage courant, c'est je suis addict au sushi. Vous savez, on entend tout et n'importe quoi. Je suis addict au sushi, je suis addict à ceci, je suis addict à cela. L'addiction, c'est une maladie chronique. C'est comme si c'est comme si on était diabétique, c'est comme si on avait un cancer, c'est comme si on avait une maladie cardiaque, vous voyez, c'est la même chose. Mais comme c'est une maladie, on va dire, de l'esprit, du cerveau, de la récompense, et avec des contours, c'est pas comme on dit, t'as un diabète. Quand on dit t'es addict, on tombe pas malade au point de pas se relever. Voilà, et quand on dit t'es addict, c'est mal défini, mais une addiction, c'est une maladie. Donc quand t'es addict, t'es malade, tu souffres, t'as plus de plaisir, t'as perdu la liberté de t'abstenir. Donc c'est ça le problème. Et la passion, moi j'ai développé le concept d'addiction positive parce que justement j'ai remarqué plein de choses. C'est comme ce que vous disiez tout à l'heure, ce qu'on se disait ensemble, Brigitte. Mais moi pour la musique par exemple, j'ai développé ce concept en 4 mots, c'est P-P-R-E, P plaisir pour l'addiction positive, P passion, R récompense, ça nous fait du bien, et E que des émotions positives. Et quand on a ces 4 éléments-là, on est dans quelque chose de positif. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup à l'addiction. Parce qu'on peut un peu perdre contrôle, on peut avoir un peu des envies de faire sa passion, on peut avoir cet usage régulier, on peut avoir des petites conséquences sur sa vie. La plupart du temps, ça peut être financier, vous voyez. Un gros fan comme moi, je peux un peu dépenser, ma femme me dit, t'exagères quand même, tu dépenses trop, vous voyez. Mais ça peut passer avant des choses plus importantes. Ça peut, je peux dire. Ce soir, on part pas en week-end, et je peux vous raconter cette anecdote. Allez-y, oui. Il y avait Metallica qui faisait 2 dates pendant un week-end. Je crois que c'était un week-end férié, mais ils étaient au milieu. Il y avait la date, la veille du jour férié, et le lendemain. Moi, j'ai dit, je pars pas en week-end long. Je vais voir Metallica les 2 soirs. Et ça peut entraîner. Dans le couple, ça peut entraîner des éléments. Mais on reste quand même modéré et contrôlé. Quand on est addict, il n'y a plus aucun contrôle. Oui, c'est donc une sorte de prison qui au départ est une prison agréable de plaisir, mais qui très vite devient une prison. Moi je préfère plutôt enfer. La tour de Babylone. Vous voyez, c'est un truc, on est dans un truc hyper plaisir. Et quand on est dans l'addiction, c'est l'enfer total. Alors le problème, c'est que, et on va revenir par exemple sur la sexualité, il y a des gens qui aiment bien boire un peu d'alcool parce que ça désinhibe, et puis du coup ils vont sexuellement être plus à l'aise pour aller dans un club libertin ou pour tout simplement faire l'amour avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, à la limite, pourquoi pas, sauf que il faudra un verre, et puis après 2 verres, et puis... C'est ça exactement,
on sait que l'alcool ça désinhibe, il y a aussi des drogues qui désinhibent. Je veux dire, bon, vous en consommez une fois, c'est pas très grave en fait. Mais si à chaque fois que vous devez passer à l'acte, faire l'amour, aller dans un club, etc., vous devez vous dire, il faut que je consomme pour avoir la pêche, pour être boosté, etc. Mais à un moment, votre cerveau, lui, vous dit, mais vas-y, mais il faut que tu consommes plus, là, parce que ça marche plus. Oui, il y a et on le voit bien avec les cocaïnomanes. Il y a beaucoup de cocaïnomanes qui boivent de l'alcool et qui font de la sexualité avec. Et la cocaïne, ça stimule fortement au départ. Et à un moment, ils sont médiés par les sensations qu'ils ont dans le corps. Ce sont souvent des sensations pelviennes. Ils se disent, moi je peux pas faire autrement que de prendre de la coke. Mais la coke, elle va pas dire, t'en prends qu'une fois. Elle va dire à votre cerveau, vas-y. Et après, en fait, la sexualité est mauvaise, quoi. Et d'ailleurs, je crois que l'alcool n'est pas un facteur positif pour avoir une érection. Toutes les substances ne sont pas positives pour être performant, pour avoir. Il y a un début. C'est une fausse impression, c'est une idée fausse. Ah oui, complètement, c'est des cognitions complètement erronées, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on consomme qu'on va être plus performant sexuellement, que ça va être plus aphrodisiaque, qu'on va tenir le coup, que ça va augmenter le désir. C'est vrai qu'au début, des drogues stimulantes, comme l'alcool, comme aussi d'autres drogues stimulantes, au début, c'est comme son nom l'indique, c'est stimulant. Donc on va se dire, waouh, j'ai envie de sexe, je vais être un dieu du sexe, etc. Mais ça marche pas. En fait. Et alors, comment vous expliquez sur un plan physiologique que boire un peu d'alcool, prendre un peu de drogue, ça fait qu'on se sent mieux, qu'on se sent plus beau, qu'on se sent meilleur? Parce que c'est stimulant. C'est la propriété clinique. Excitant, vous voulez dire, quand vous dites stimulant? Stimulant, ouais. Il y a excitant, il y a d'autres choses, c'est euphorisant, c'est aussi empathogène, vous voyez, on est plus on peut aller plus vers l'autre, etc. Donc c'est les propriétés de ces substances, et c'est là où est le piège, en fait. Et d'autant plus que quand on est adolescent, on a encore plus besoin de se stimuler, donc si on commence dès l'adolescence, on risque de tomber forcément dans l'addiction. Plus on consomme tôt, plus il y a un risque de tomber dans l'addiction. Alors tout le monde ne tombe pas dans l'addiction, mais plus on consomme tôt, je comprends bien. Et le cerveau finit sa puberté, moi j'appelle ça la puberté, vers 20-25 ans. Vous avez votre cerveau qui est complètement formé. Donc tout ce que vous amenez avant, c'est un risque pour vous. D'où la nécessité de surveiller un peu ces ados et d'essayer de les prévenir. Il faut surtout parler avec ces ados. Oui, bien sûr. Parler des drogues, parler de l'alcool, parler du sexe, du porno, parler de tout. Alors le chemsex, aujourd'hui, on sait à quel point c'est devenu une pratique courante, enfin courante. En tout cas, il y a des gens qui se réunissent, qui prennent du chemsex et qui restent pendant 24-48 heures à faire l'amour. Non, à c'est baiser. Des marathons de baise, à baiser. Ouais. Mais il y a plein de choses dans le chemsex. Déjà, il y a un rapport qui a été écrit en mars 2022 auquel j'ai participé, et en fait les pouvoirs publics ne s'en sont pas, c'est une commande gouvernementale, mais il n'y a rien qui est fait pour ça. C'est un vrai problème le chemsex. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Il y a les consommations de substances, et c'est plein de substances. C'est cette sexualité qui finalement où il n'y a plus aucun contrôle, et il y a des risques d'infection, et il y a des risques aussi avec le fist fucking, vous voyez, il y a des risques liés à la consommation de drogue, il y a des risques liés aux pratiques sexuelles, et il y a des risques liés aux deux. Et avec ces drogues, on fait des comas, il y en a qui meurent pendant des marathons de chemsex. Et ça a été surtout très médiatisé dans la communauté des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Donc, vous voyez, c'était un truc, mais il n'y a pas que, en fait. Parce que Brigitte, honnêtement, dans les clubs, dans certains clubs, et dans beaucoup de clubs, les gens consomment de l'alcool et font des marathons de baise. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Il y en a qui prennent un peu de coke, ils font de l'alcool, de la coke, ils fument un joint, ils fument du tabac. Et ça, c'est de l'usage sexualisé de drogue. Et ça existe depuis toujours, en fait. Prendre des drogues pour être performant sexuellement. Mais le chemsex, ça a fait émerger d'autres produits. Des nouvelles drogues de synthèse qui sont encore plus stimulantes et encore plus dangereuses, en fait. Voilà, donc ça c'est important aussi peut-être qu'on en parlera aujourd'hui avec ceux qui nous écoutent. En tout cas, oui, il faut tirer la sonnette d'alarme parce que c'est en nette augmentation et il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent d'overdose ou qui meurent d'accidents liés à ces consommations. Voilà. Laurent Carilla est avec nous jusqu'à 16h. Vous venez réagir, vous venez parler de ce que vous voulez. En tout cas, on vous donne la parole, on parle vrai au 0826 300 300. À tout de suite.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Laurent Carilla, psychiatre, et je rappelle aussi qu'on peut vous voir on peut vous retrouver, sur votre podcast Addiction avec un K, et la saison 3, c'est un spécial femme, parce que les femmes, aujourd'hui, malheureusement, tombent aussi beaucoup dans l'addiction. Ouais, et surtout, il reste quand même des différences dans la prise en charge, dans l'évaluation, et puis les femmes... Bon, maintenant, peut-être elles viennent un peu plus en consultation plus facilement, mais c'est pas si évident que ça. Et quand on les voit en consulte, elles viennent souvent au stade de complications. Vous voyez, une femme avec des problèmes d'alcool, on la voit souvent avec des problèmes aussi physiques liés à l'alcool. C'est pas le début du problème, quoi. Donc c'est important, et on a décidé avec ma productrice Stéphanie Guérin de faire ce podcast. On a la saison 3. Et hier, mardi, c'était le nouvel épisode avec Lisa Del Sierra, que vous connaissez peut-être. Donc n'hésitez pas à aller voir le podcast Addiction de Laurent Carilla. Bonjour Magali. Bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour Magali. Alors justement, vous allez dans des endroits de sexe, des clubs libertins. C'est ça. Voilà. Je voulais déjà dire à Laurent que j'avais adoré son livre. Merci. Les 25 idées reçues sur les addictions. Merci. Parce que c'était super intéressant, mais je vous avoue, j'ai un peu pesté quand même. Bon. Pourquoi j'ai testé Parce que je trouve que des fois c'est un peu direct, et puis c'est surtout que parfois j'aurais aimé un peu plus de modération. Voilà. Ah mais ouais, mais pourtant je suis modéré moi. D'accord, mais dites-moi, ça m'intéresse. Modéré. Oui, par exemple, comme disait Brigitte, moi je fréquente pas mal le milieu libertin, donc je bois un petit peu, parfois oui, je peux fumer un peu d'herbe, etc. Et c'est pas pour ça que je suis passée du côté obscur de la force, parce que tout simplement je sais me dire non à moi-même quand je trouve que j'abuse un peu, ou que j'ai décidé lors d'une soirée de prendre ni drogue, ni alcool, ni rien, et que je suis tout à fait apte à le faire. Mais ça, c'est vachement bien. C'est vachement bien, Magali, ça. Ça, c'est bien. Ouais. Et que du coup, et que je pense que dans le livre, ça pourrait être un petit peu plus évoqué, parce que il faudrait mettre bien en avant le fait de utiliser une addiction parce qu'on veut fuir quelque chose, et utiliser une drogue parce qu'on accepte de profiter d'un moment. Voilà. Moi, dans ce que je pourrais voir du livre, parce qu'au final, je l'ai beaucoup aimé. Merci. Et quand j'ai essayé de le faire lire à des gens qui me semblaient avoir des vraies addictions, comme par exemple le portable, tout de suite ils ont dit « Oh non, mais là non, c'est abusé, c'est un petit peu exagéré, etc. » Et que, en fait, ceux qui n'ont pas d'addiction l'ont dévoré. Alors du coup, je me dis, peut-être que si on commençait le livre avec quelque chose de plus modéré, en disant oui, vous pouvez utiliser le portable, oui, vous pouvez fumer un peu d'herbe de temps en temps, oui, un peu exagérer l'alcool de temps en temps, sans pour autant tomber dans la drogue dure d'un seul coup, moi, je fume un peu d'herbe de temps. Vous allez adorer mon prochain livre qui sort en janvier. Tant mieux. Voilà. Je fais de la promo. C'est quoi ? Ça s'appelle Docteur, addict ou pas. Et en fait, ça part sur... j'ai écrit une Bible, c'est 600 pages. Et, vous êtes addict de l'écriture, Laurent. J'adore écrire une addiction positive. Et en fait, ça part de tous nos comportements de base qui nous font plaisir et comment ils peuvent basculer avec des conseils et tout. C'est assez fun. Oui, parce que finalement, c'est un peu ça, Magali. Vous êtes... vous aimez visiblement la sexualité, vous aimez de temps en temps boire un petit coup, etc. Pour autant, vous n'êtes absolument pas tombé dans l'addiction, et vous trouvez qu'il est peut-être un petit peu trop préventif, le livre de Laurent, c'est ça ? Complètement. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai. Pas un petit peu, Brigitte. Beaucoup. Je dirais, moi j'aime les excès. Voilà. Mais ponctuellement, je ne fais pas de ma vie une fuite ou un excès permanent. Pas du tout. Mais ça, c'est pas une addiction, en fait. On est dans l'épisode d'avant. Et donc. C'est ça. Donc, par exemple, je rigolais parce que, du coup, j'ai redescendu votre livre. Je vais le laisser près de mon mari à nouveau pour lui montrer que j'ai mis un petit interstice à l'endroit des portables, vous voyez, comme ça a l'air de rien. Mais par exemple, moi, j'ai fumé des joints. De temps en temps, ça m'arrive. C'est pas pour ça que j'ai sombré dans les drogues dures. Jamais de ma vie, parce que j'en ai pas envie, parce que il y a. Oui, d'accord, mais Magali,
vous n'êtes Laurent ne va absolument pas vous étiqueter comme étant addict. Non. Ouais. Et vraiment, c'est justement les idées reçues à démonter. C'est justement, c'est pas parce que, je pense que je l'avais écrit. Ça, c'est un livre que j'ai écrit il y a longtemps, mais c'est pas parce qu'on fume un joint qu'on va basculer dans les drogues dures. Ça, c'est une idée reçue de se dire, voilà. C'est ça. Mais en tout cas, merci de l'avoir lu et de le. Voilà, je l'ai redescendu, puis finalement, et votre critique littéraire. Je vous en prie. Mais si vous voulez, Magali, ce qui est quand même important à dire, bon, vous visiblement, vous avez la tête sur les épaules, vous êtes capable de vous gérer. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que beaucoup de gens n'ont pas cette capacité-là. Et il est vrai que pour certaines personnes qui vont commencer par quelques joints, puis ensuite, pourquoi pas un peu de coke, si elles n'ont pas cette capacité-là, en effet, elles vont basculer. Et c'est peut-être ça que Laurent aussi est obligé de dire, parce que lui, il voit toutes les personnes qui ont basculé. Parce que personne au début ne va commencer par prendre 10 lignes de coke. Mais de toute façon, tous les gens qui commencent à consommer, au début consomment, ça leur fait plaisir. Je veux dire, on consomme pas parce que ça nous fait pas plaisir. Vous n'allez pas fumer un joint. Non, mais je suis complètement d'accord. C'était une petite boutade. Mais vraiment, voilà, je suis complètement d'accord, Brigitte. J'ai bien la tête sur les épaules. Et c'est surtout que moi, je tenais justement à intervenir parce que ce qui me fait garder la tête sur les épaules, honnêtement, c'est le constat de ce que je vois aujourd'hui. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le monde libertin avec mon compagnon. On navigue, dans les choses qui nous font plaisir et on a vu les choses évoluer. Et si vous voulez, moi, le constat que je fais maintenant, c'est effectivement la recherche de sensations extrêmes, mais au lieu que ça soit vous-même avec vos sensations que vous découvrez, vous avez besoin d'une substance. Et c'est ce constat-là. Et aujourd'hui, en 2023, je me dis, auparavant, le sexe, les drogues dans le sexe ont toujours un peu existé, mais c'était de façon épistolaire, on va dire. Et puis, tout d'un coup, ça a pris une ampleur un peu plus importante. Et maintenant, quand vous prenez juste une coupette de champagne, vous passez pour la mijaurée de service. Oui, mais vous avez raison. On est quand même dans une société qui est devenue très drogue. Très addictogène de toute façon, et les drogues font partie de la société. Et c'est dommage parce que c'est pas nécessaire. La sexualité peut être très stimulante, si je puis dire, pour reprendre le terme de Laurent, sans drogue. Exactement. Et par exemple, moi, à la rigueur, je pourrais dire que ma drogue, c'est le plaisir que je vais prendre avec mes partenaires. Mais j'ai pas besoin d'aller chercher un artifice complémentaire. Si, un petit peu d'alcool, oui, parce que ça me rend moins timide. Et puis, ça me rend plus séductrice d'un coup. Mais juste parce que, je sais que ça me met en confiance. Vous savez, Magali, on pourrait dire la même chose avec les pilules style Viagra, etc. Dans les clubs libertins, beaucoup d'hommes y vont en ayant pris leur petite pilule pour être sûr de ne pas avoir de panne d'érection. Donc pour se rassurer. On est je trouve qu'on est dans une société où la performance. Oui. On veut toujours des trucs qui vont nous permettre d'être plus forts, plus mieux, plus. Et c'est pour ça que les substances sont là et il y a ce culte de la performance. Alors moi, je modérerais par rapport à ce que vous dites. C'est pas pour être dans la performance. Moi, je le vois avec mes complices, parce que honnêtement, ils s'en rendent pas compte, mais ils sont plus du tout dans la performance. Du coup, je me ça dirais. veut dire quoi, Magali, ils sont plus dans la performance? Vous voulez que je vous dise, quelqu'un d'alcoolisé, de trop alcoolisé, il a l'impression de vous faire l'amour comme un dieu. Ça dure 5 minutes et vous dites ok, c'est fini, terminadé. Oh d'accord, next. Mais eux, ils ont l'impression de vivre un moment unique. Mais c'est plutôt. De mon avis, de ma perception, ça serait qu'ils recherchent une sensation dont ils n'arrivent pas à avoir naturellement, juste parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à lâcher prise. Et ce lâcher prise, il n'est pas juste pour être performant. Il est parce que, je pense à mes enfants, je pense à mon travail, c'est compliqué. Alors du coup, il me faut quelque chose de performant pour vite passer à autre chose. Alors qu'auparavant, moi j'ai des complices pour passer à autre chose. Ils vous disaient, j'ai eu une semaine compliquée, et ils passaient 5 minutes à vous embrasser. Et puis hop, ça descendait la pression et c'était leur drogue. C'est vrai que c'est dommage. On est dans cette société-là et on va en parler, Magali, pendant 2 heures. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à venir nous rejoindre.
Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Laurent Carilla qui est avec nous, psychiatre spécialiste de l'addiction. Et justement, c'est Vincent qui vient de nous appeler parce qu'il veut profiter de vos lumières. Bonjour Vincent. Bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour. Je voulais tout d'abord vous saluer et donc rendre hommage à Laurent Carilla qui m'a soigné, qui a été à l'œuvre pour me rendre abstinent à l'alcool depuis 8 ans. J'ai une question relativement simple a priori, mais je voulais savoir, l'abstinence étant accomplie, est-ce qu'on peut espérer utiliser d'autres substances en les maîtrisant ou en espérant les maîtriser, ou est-ce que c'est un leurre et qu'on est addict forcément à toute substance psychoactive? C'est une question très très intéressante parce que on sait donc vous avez été alcoolique, hein, si j'ai bien compris. Vous avez quand même eu l'intelligence d'aller voir Laurent pour vous guérir, hein, puisqu'on l'a dit, c'est une maladie. Vous êtes guéri visiblement, guéri. On ne sait jamais si on est totalement guéri. En tout Moi, cas, j'aime pas le mot guéri, j'aime le mot rémission. D'accord, vous êtes en rémission de l'alcool. Ouais. Est-ce que vous avez donc une tendance à être vite dans l'addiction? Est-ce que vous pouvez, au contraire, puisque vous êtes en rémission, être... je trouve c'est-à-dire que je développe... Pardon ? Allez-y, je vous en prie. Je développe une attirance, effectivement, pour les états seconds, si on peut dire, et j'ai toujours envie, effectivement, de m'évader à travers d'autres substances, donc telles que, par exemple, la cocaïne, des substances, comme vous disiez, pour le sexe, etc. Et donc, je me remets en question à savoir, est-ce que je peux espérer maîtriser ces substances prises d'une manière complètement épisodique, ou est-ce que le fait d'être addict est gravé dans mon cerveau à tout jamais? Je vais vous répondre franchement, Vincent. Quelqu'un qui est addict, quelqu'un qui est un ancien addict, il reste addict en fait. Il reste addict, c'est comme ça, il y a des marqueurs dans le corps, des marqueurs dans le cerveau, des marqueurs dans les émotions, des marqueurs dans les sensations qui sont présents tout le temps en fait. Et en fait, l'addiction, c'est pas un problème de substance. L'addiction, c'est un problème, c'est comme un arbre en fait, l'addiction. Il y a des branches, avec toutes les substances représentent les branches, et il y a plein de racines. Et quand on se fait traiter pour une addiction, on va traiter la branche, on va traiter aussi des racines, on va arrêter de consommer, on va se mettre dans un état d'abstinence. Mais le risque, c'est que les racines qui ont été mises au calme, les racines, ça peut être sa génétique, ça peut être chercher des sensations, être hyperactif, avoir des troubles de l'attention, avoir des traumas anciens, etc. Et ben, en fait, ça fait réémerger les problèmes avec d'autres substances. Donc, quelqu'un qui a été addict à une substance peut être addict à plein d'autres substances. Et nous, dans le traitement des personnes addictes, on essaye de contrôler cette variable-là, c'est-à-dire qu'ils ne basculent pas d'une substance à l'autre. Voilà. D'accord. Enfin, moi, j'étais polyconsommateur et c'est vrai que maintenant, j'ai une abstinence relativement longue à tous les produits. Bravo, Vincent. Et maintenant, c'est vrai que j'ai quand même une appétence pour me dire, tiens, pourquoi pas cueillir un fruit, non pas remonter dans l'arbre, mais cueillir un fruit de l'arbre et puis de temps en temps. C'est risqué parce que c'est comme des amorces de pétard, en fait. Si vous allumez un pétard, ok, ça vous allez kiffer. Hein. Vous dites, je vais me prendre 2 lignes de coke pour avoir du sexe. Vous allez kiffer. Mais après, les conséquences, le cerveau va dire, ah Vincent, c'est bon, tu peux repartir. Ben vas-y avec cette substance, s'il te plaît. Et c'est reparti en fait, parce que le cerveau il est au repos, un cerveau qu'on met au repos, un cerveau addict qu'on met au repos avec le temps d'abstinence. Le problème c'est que quand vous renvoyez de la substance, au début ça va faire super du bien, mais le cerveau de l'addict, lui, il est dans la recherche de l'hyper-plaisir, qui est plus du plaisir en fait. Et donc ça rallume tout.
La consommation maîtrisée est impossible. Oui, alors mais pardon, allez-y Vincent, oui, allez-y. Voilà, c'est l'abstinence de tout produit psychoactif, quoi. Ouais. Exactement, il faut trouver des plaisirs ailleurs. Mais mais ça veut dire quoi, Laurent Carilla? Ça veut dire que Vincent, de toute façon, naturellement, il a plutôt tendance à être addict pour des raisons on va dire parce que ses racines sont comme ça, et donc de toute façon, elle se ravive en fait. C'est comme si, je comprends bien. Comme si c'est une fleur fanée. C'est pas parce qu'il a une fois été dans une addiction qu'il est devenu addict. C'est-à-dire que dès l'origine, il était addict. Il avait une tendance à être addict. Il a plein de facteurs favorisants pour la maladie. Il a développé la maladie. Il s'est soigné de la maladie. Il est en rémission longue. 8 ans, c'est long. Et que le risque, comme le mot l'indique, rémission, c'est si vous réimpulsez des trucs mauvais pour sa santé, et ben son cerveau, lui, il se rappelle pas des trucs mauvais. Le cerveau se rappelle que des trucs bien. Donc le cerveau, il va se rappeler ses défonces avec l'alcool. Le cerveau va se rappeler des défonces tout court. C'est vrai que je mettais en parallèle un petit peu le fait que d'une part j'ai compris le système de récompense, le système neurologique, le système des cellules, et comme effectivement je maîtrise maintenant mon abstinence de l'alcool et je ne me rappelle même plus des bons effets, je me rappelle que des mauvais effets. Ouais. Ça, c'est positif. Cela me fait basculer maintenant au bout de 8 ans à me dire est-ce que je pourrais pas reprendre quelques... Voilà, donc je suis tatoué, quoi. Voilà. Mais les tatouages, c'est bien, Vincent. Ouais, j'adore ça, il n'y a pas de souci. Mais alors, moi, est-ce qu'on pourrait pas conseiller à Vincent du sexe? Parce que c'est pas tout à fait... C'est pas forcément une addiction, le sexe. Non, il peut faire du sexe, il peut faire du sport, il peut acheter des trucs, il peut écouter de la musique, il y a plein de plaisirs. On peut faire plein de plaisirs. Il peut méditer. Très bien. Il peut faire de l'auto-hypnose. Vous voyez, il y a plein de trucs qui font plaisir. Mais pas... Je peux lire votre Bible aussi. Mais pas la cigarette, pas l'alcool, pas la drogue, quoi. Non, voilà. parce que il a cette chance d'être en rémission. Pourquoi retomber? Pourquoi prendre le risque? Pourquoi réactiver? Pourquoi remettre une couche, quoi? Ouais, pourquoi prendre un risque? Même si on aime le risque, prenez des risques ailleurs. Faites du deltaplane. Faites du deltaplane ou du saut dans le vide, quoi, ou de l'hélicoptère, quoi. C'est l'humain, effectivement, qui est toujours tenté de dire je vais maîtriser, je vais contrôler. Et en fin de compte, on ne contrôle pas son cerveau quand il est effectivement tatoué à ce point-là. Exactement. Merci beaucoup. Merci Vincent. En tout cas, merci de votre témoignage parce que je crois que ça peut aider beaucoup de gens qui nous écoutent. Merci beaucoup Vincent. On continue avec Delphine qui va répondre à 3 questions intimes et qui pourra ensuite en poser une à Laurent Carilla. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour Delphine. Alors, quelle serait votre addiction préférée, Delphine? Mon addiction préférée, moi, la première, c'est le sucre. Hein. Le sucre. Ça, c'est quand même une addiction. C'est la pire des addictions comportementales, je crois, avec les jeux d'argent. Avec les jeux d'argent. Oui. Enfin, ça ne veut pas dire que vous êtes addict non plus, hein, Delphine. Vous aimez beaucoup le sucre, non? J'adore le sucre. D'accord, en plus si vous le dites comme ça. Mais Laurent aussi, alors vous êtes pardonné. Après, ma deuxième addiction, ça serait faire l'amour avec mon mari, j'adore. C'est des addictions positives. Ça, c'est une addiction sacrément positive. Des fois, je l'embête. Il veut dormir. La chance. Bah oui, c'est ce que je lui dis. T'as de la chance quand même. Oui. Mais c'est parce que c'est un nounours très sucré, votre mari. Ah oui, c'est un amour. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de vous entendre parce que vous avez l'air d'avoir une sacrée bonne humeur. Alors, deuxième question, à quel animal sexuel vous aimeriez ressembler ou vous apparenteriez, à part la pieuvre quand vous allez sur votre mari pour faire l'amour? Le chat. Le chat. Le chat. Ouais, oui. Le chat. Vous ronronnez beaucoup? Oui, puis je trouve qu'il se frotte, il se câline, c'est beaucoup de douceur, beaucoup le regard aussi, intense. Je trouve qu'il est très sensuel, le chat. D'accord. Et dernière question, est-ce que vous seriez tenté par un trio? Dans mes fantasmes, dans mes rêves. Mais pas dans la réalité. Non. Et vous ajouteriez quoi, un deuxième homme ou une femme? Ah non, un homme. Ah. Ça, je suis très gourmande. Je suis pas sûre que votre mari va apprécier ça. C'est un classique. Il serait un petit peu au repos. Vous pouvez poser une question à Laurent, il vous écoute, Delphine. Est-ce que vous avez une astuce pour diminuer le sucre?
Il faut pas la gourmandise. Ouais. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tenir un petit agenda de bord, un petit carnet quotidien avec vos consommations sucrées. Et il faut voir à quel moment vous avez cette consommation sucrée, quel type de sucre vous mangez. Vous voyez ? Est-ce que c'est et il y a du sucre un peu partout dans les aliments. Donc il faut voir vraiment les sucres que vous appréciez et essayer jour après jour de réduire un tout petit peu cette quantité sans la supprimer. D'accord. Alors, j'ai encore une question. Allez-y. Je peux ? Vous pouvez. Est-ce que c'est mieux de sucrer son café le matin avec un sucre ou avec du miel ? Parce que j'adore le miel. Du miel. Ah, ça va alors. Mais du miel dans le café, c'est pas terrible. Si elle aime le miel, c'est ça. Dans le thé, c'est formidable. Mais il y en a qui utilisent le miel comme apport sucré. Ouais. D'accord. Bon, moi, j'aime pas le café, donc voilà. Comme ça, je préfère le thé. Bon, du miel, donc. Merci Delphine. Bonjour, merci beaucoup Laurent, Delphine. merci Brigitte. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous pouvez vous aussi réagir au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Laurent Carilla est avec nous, psychiatre spécialiste des addictions, et je rappelle votre podcast Addiction avec un cas, saison 3, le spécial femme, et ça tombe bien puisque nous avons une femme maintenant à l'antenne. Bonjour Florence. Oui, bonjour, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Laurent Carilla. Bonjour. Je viens d'entendre les réponses et j'avoue, j'ai déjà pas mal de réponses à mes questions. En fait, moi, pour tout vous dire, dans ma question, je crois que j'ai commencé assez jeune les addictions je fumais pas mal d'herbes. Bon, pas très souvent, mais assez régulièrement. J'ai eu la chance d'arrêter, en fait, quand j'ai eu mes enfants. Avant, j'ai arrêté de fumer ça, et pendant 25 ans, j'ai plus rien touché. Mais une fois que les enfants sont repartis, la vie m'a conduit à recommencer à consommer ce genre de choses, et je me suis aperçue que j'avais vraiment du mal à arrêter. Et ça fait qu'il n'y a pas très longtemps que je me suis... je me suis débarrassée, mais des fois j'ai l'impression que c'est une ombre qui marche derrière moi et qui est énormément... présente, surtout dans les moments de siesta. C'est-à-dire que... En fait, j'aime pas ça parce que ça me met dans un état de fatigue énorme. Je n'aime pas être sous l'emprise de l'herbe, mais j'avoue que c'est très festif et que j'ai du mal à m'en sortir. C'est une belle image, ça tombe derrière vous, Florence, je trouve. Ouais. Et ça m'a quand même aidé quand j'ai eu de nouveaux partenaires, parce que déjà avec le premier, pendant les 25 premières années de ma vie, en fait au début j'avais des problèmes d'anorgasmie et de vaginisme, et le psychiatre sexologue m'avait donné, alors je me rappelle plus du tout du nom, à l'époque c'était il y a quand même 35 ans, m'avait donné, c'était un liquide transparent qu'on buvait et qui permettait de lâcher prise. Une ampoule. C'était pas du poppers, peut-être ? C'était pas une drogue, c'était quelque chose qui était délivré en pharmacie par le médecin. Oui, en pharmacie exclusivement sous ordonnance. Et je sais qu'après il m'a dit ça n'est plus autorisé. Mais en fait, ça me permettait de plus avoir de problèmes. Notamment de vaginisme, puisque ça détendait. Exactement. Oui. Exactement. Et ça m'a permis de lâcher. Et quand j'ai eu, après ma séparation, j'ai repris ces mauvaises habitudes, je me suis aperçue quand même que ça m'aidait aussi à lâcher prise. Donc le fond du problème, c'est lâcher prise, c'est pas consommer. Ouais. C'est plutôt ça, en fait. Ouais. Et c'est plutôt sur ça qu'il faut... c'est axé en fait pour vous, parce que vous dites bien, vous nous racontez que le problème, la racine du truc, c'est lâcher prise, quoi. Et puis, il me semble, si vous étiez sujette à l'addiction, je pense que dans ce que vous racontez, vous seriez tombée dedans. Hein. Ouais, après, j'arrive quand même pas mal à maîtriser. Et puis,
Mais justement, parce que l'addiction, il n'y a plus de maîtrise. Vous voyez, parce que oui, mais quand j'ai l'impression quand même que c'est très très difficile d'en sortir à chaque fois. Tout à fait, parce que quand vous fumez un joint, il y a le tabac, il y a le cannabis, et il y a cette double dépendance qui s'est installée de toute façon. Donc la double dépendance et je reviens là-dessus, ce plaisir du lâcher prise, d'un moment festif. Mais c'est fake, ça, vous savez, c'est du fake, c'est des fausses pensées en fait. Moi, je pense, Florence, qu'il y a certainement chez vous des blessures, des traumatismes qui font que vous êtes un petit peu toujours en état de surveillance, et donc c'est compliqué pour vous de lâcher prise. Et donc vous avez besoin de substances pour lâcher prise. Mais peut-être qu'en travaillant en amont sur vos blessures, vous allez pouvoir vous dégager un petit peu des substances et un petit peu plus pouvoir vous détendre. C'est peut-être, à vous écouter, c'est un peu l'impression que vous me donnez. Oui, non, mais après j'ai beaucoup travaillé sur moi. Oui, effectivement, j'ai un lourd passé traumatique et effectivement, j'avais besoin de lâcher prise. Mais aujourd'hui, ça revient quand même un petit peu comme un boomerang, c'est-à-dire que ça peut être justement parce que je vais être avec mon compagnon, mais ça peut être aussi quand je suis avec des amis. Il n'y a plus beaucoup de raisons, alors que je n'ai pas vraiment besoin de lâcher prise là. Vous faites de la méditation ? Oui, je fais surtout de la sophrologie, je suis sophrologue. D'accord. Oui. Mais au fond, quel besoin de lâcher prise au sens total du terme finalement ? Parce que c'est un plaisir. Non, en fait, vous associez. Quand je vous dis c'est un plaisir, je sais que c'est une croyance, je sais que c'est lié. Je sais oui, mais je crois surtout que vous confondez le plaisir avec l'éloignement de cette sorte de tension permanente qu'il y a chez vous, vous voyez ? Oui, c'est ça. C'est vraiment le lâcher prise, pourtant que je trouve par ailleurs avec de la sophro, de la méditation, mais pas pas dans la sexualité, pas dans la relation festive aux autres, parce que quelque part il reste en vous cette sensation que l'autre peut être dangereux, donc je ne lâche pas de prise. C'est possible. Moi, je suis d'accord avec Brigitte sur ce qu'elle vient de dire, et vous mélangez le plaisir d'être du bien-être, etc., avec cette idée de lâcher prise. Et en fait, vous associez substance comme le médicament qui va vous faire du bien, en fait. Et c'est pas le cas, en fait. Je pense que vous avez d'autres ressources que vous pouvez rechercher, et d'autres ressources que vous avez déjà pour justement être complètement apaisé, vous voyez ce que je veux dire ? Et oui, mais je pense que même si j'analyse, ça a été très très facile d'arrêter avant d'avoir mes enfants. Alors que je fumais, j'avais 25 ans, je fumais depuis l'âge de 16 ans. Ouais. Et j'ai arrêté complètement. Et voilà. Et je buvais pas d'alcool et je fumais pas et du tout. Et à la séparation, il y a eu un retour à l'arrière, comme si je revenais effectivement sur un danger ou quelque chose. Ah oui. Et du coup, même s'il y a cette conscience que je suis plus en danger, que je peux me passer de tout ça, il y a quand même très régulièrement, voilà. Oui, bien sûr, mais ce qui laisse à penser que notre analyse est la bonne, Laurent et moi, c'est que au fond, vous avez pris des substances, vous n'êtes jamais tombé dans l'addiction, donc c'est pas, vous ne prenez pas ces substances pour du plaisir, vous les prenez pour pouvoir lâcher prise. Vous le dites de toute façon très clairement vous-même. Sauf que c'est pas un lâcher prise, c'est oublier que l'autre puisse être dangereux. C'est pour ça que vous prenez des substances. D'accord. Il me semble. Et donc. Oui, ça me paraît très cohérent avec mon histoire. Et donc à partir de ce moment-là, il faut travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, et l'estime de soi qui va vous permettre de savoir repérer les moments où vous pouvez faire confiance et les moments où en effet il ne faut pas faire confiance. Oui, alors vraiment j'ai l'impression d'être en confiance avec moi, j'ai l'impression d'avoir énormément avancé de ce côté-là.
Mais je pense qu'effectivement, il reste une trace quelque part de cette méfiance. Allez voir sur notamment le site de Violaine Guérin, Stop aux violences sexuelles, où justement elle fait beaucoup travailler par le corps pour reprendre confiance dans son corps, parce qu'au fond, je crois que vous m'avez parlé de vaginisme, je crois que c'est ça, c'est une sorte de méfiance du corps, et c'est même pas dans la tête, quoi. C'est le corps qui reste tout le temps en vigilance. Oh oui, je crois que là vous avez trouvé quelque chose. Et donc, en fait, et pourtant, je travaille énormément sur le corps, et je pense que je suis assez équilibrée parce que je travaille beaucoup sur le corps. et je fais du théâtre aussi, je fais beaucoup de choses. Mais il y a quand même, voilà, j'ai voulu quand même vous intervenir parce que je trouvais que c'était très complexe en fait ce sujet. C'est complexe. De toute façon. C'est très complexe. Et puis il y a une histoire commune d'addiction, mais chacun a sa propre histoire, donc c'est hyper complexe. Personne n'a les mêmes racines. Donc c'est un travail de longue haleine. De toute façon, avec Laurent, on en parle tout le temps de ces questions d'addiction, et on sait très bien que beaucoup de personnes qui vont avoir besoin de substances, c'est des personnes qui justement ont un rapport au corps qui est compliqué, qui n'est pas libre, qui est pas soit parce qu'il y a eu une enfance difficile, une enfance pas sécurisée, etc., etc. Bien sûr, il y a une enfance incestueuse. Et la substance permet de libérer le corps de ses peurs, de ses traumatismes, etc. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui soient addictives ou qui ont besoin de substances et qui aient eu une enfance parfaitement harmonieuse, équilibrée, etc. Non. Donc on en revient toujours à la même chose. Il y a plein de choses dans l'histoire. Ouais. Exactement. En tout cas, merci Florence de cet échange. Je crois que c'est important aussi de comprendre qu'on puisse être attiré par les substances sans forcément tomber dans l'addiction. Et là, je crois que le témoignage de Florence est assez clair également. C'est vrai, Brigitte. Et puis on va continuer bien sûr après les infos. Vous pouvez vous aussi nous appeler au 0826 300 300. On l'a dit, on a parlé de l'addiction de la drogue, de l'alcool, on n'a pas parlé de la cigarette, mais enfin bon, ça on pourrait, c'est le mois sans tabac. Oui, c'est vrai que c'est le mois sans tabac. Il y a aussi les jeux qui sont en nette augmentation. Les paris sportifs, les jeux de hasard et d'argent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi il y a le sexe. Oui, le sexe, bien sûr. Il y a les achats. Il y a aussi le sport qui peut devenir une addiction. Il y a les jeux vidéo. Il y a les réseaux sociaux. Oui, on pourrait évoquer l'addiction aux réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'on peut passer parfois 2 heures, 3 heures... et basculer dans un processus addictif. Oui. Est-ce qu'il y a une notion de temps à partir d'un certain temps? Comme je le dis toujours, la variable temps isolée, ça veut rien dire. Il ne faut pas se focaliser sur tu perds du temps. C'est ok, il y a la perte de temps, mais est-ce que tu perds contrôle? Est-ce que tu as ces envies répressives de te connecter ou de consommer? Est-ce que c'est un usage très très régulier? Est-ce que c'est très compulsif? Et surtout, est-ce qu'il y a des conséquences sur ta vie perso, physique et psychique? D'accord. Eh bien, je vous donne la petite devinette avant les infos, et puis après on laisse la place aux infos. Comment s'appelle la femelle du hamster? Et c'est un peu en lien avec l'émission d'aujourd'hui. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Laurent Carilla, nous évoquons les addictions en tout genre, quelle que soit votre addiction, ou peut-être celle de votre conjoint, je ne sais pas, de votre père, de votre ado. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour avoir les lumières de Laurent Carilla qui est avec nous et qui va me donner la réponse à ma devinette. Comment s'appelle la femelle du hamster? L'hamstéroïde. Non, c'est simple, c'est une Amsterdam. Ouais, j'ai compris le rapport, ouais. Okay. Et vous avez compris le rapport avec l'émission d'aujourd'hui, voilà. Cannabis. Une devinette. Amsterdam. Excellent. Voilà. On continue avec Marine qui est avec nous. Bonjour Marine. Bonjour Brigitte. Bonjour Marine. Bonjour. D'abord Brigitte, je voulais vous dire que vous êtes quelqu'un d'absolument formidable. Oh ben merci Marine. Ça c'est vrai, je confirme. Votre émission est d'utilité publique.
En fait, j'ai déjà appelé hier et je voulais réagir par rapport à l'émission d'hier qui parlait des étapes de la vie de couple. Et je me disais, mais comment envisager ça quand c'est une première relation et quand on est adolescent? J'ai une petite adolescente dans ma famille. Ce n'est pas ma fille, c'est une cousine qui a 16 ans a rencontré le mauvais gars et qui l'a fait tomber dans l'addiction. Il est lui-même, bien entendu, addict, lui-même avec beaucoup de problèmes, et elle est passée du décrochage scolaire à s'enfuir la nuit pour le retrouver, à commencer à boire, à voler de l'alcool en supermarché, fumer, et puis voilà, et puis l'engrenage. Alors, Laurent va bientôt bien sûr vous répondre, Marine, mais vous en avez parlé avec ses parents ou est-ce que c'est compliqué? Alors, bien entendu, j'en parle avec la mère. Les parents sont séparés. Sont séparés depuis très longtemps. Le père est addict lui-même et ça a été en partie la cause de la séparation des parents. Ça s'est fait. Elle était très petite. Ouais. Mais j'en parle avec la mère, mais je pense qu'il y a éventuellement un problème avec la mère et ça ma cuisine n'est pas capable de l'entendre. C'est un peu ce que je pouvais craindre. Que justement, puisque vous appelez, vous essayez de prendre soin de cette pauvre fille, je l'imaginais bien que... Elle n'est pas suivie du tout, cette fille? Alors, si, il y a eu les démarches, parce que comme avec le décrochage scolaire, elle est dans un programme d'ado, mais franchement, les services publics sont complètement dépassés, l'école est complètement dépassée, il n'aide pas beaucoup sa mère, les quelques choses qui sont faites prennent énormément de temps, les gens ne sont pas bienveillants. C'est très très compliqué et elle est dans un état, la petite, très fragile. Elle a quel âge? 17 ans. Là maintenant elle a 17 ans. Ça fait en gros 1 an que ça dure. Elle vient de casser la rentrée avec ce gars avec qui elle avait une relation horrible, toxique, il se déchirait, il s'insultait, il y a eu de la violence verbale. C'est bon signe si elle a rompu avec lui, c'est plutôt positif. On espère que c'est une vraie rupture définitive, c'est pas sûr. Et là, on essaie de la raccrocher, on essaie de la ramener vers nous, quoi, de reprendre le contact avec elle. Moi, je suis une cousine. J'ai essayé au début de l'été de la voir. On a fait un déjeuner en ville et puis j'ai payé 2-3 fringues dans une boutique. C'était sympa, mais ça a franchement servi à rien, quoi. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est pas qu'un problème d'addiction déjà. Et qu'il y a plein d'éléments. De toute façon, l'addiction isolée, ça n'existe pas. Donc, il y a aussi des problèmes psychologiques. Il y a peut-être des troubles de personnalité qui se sont installés. Il y a des troubles émotionnels. Il y a peut-être des troubles physiques. Excusez-moi, mais il y a eu le Covid aussi. Il y a eu le Covid qui a plutôt aggravé ou révélé les choses. Mais là, la prise en charge, elle doit être revue complètement de A à Z. Et vous avez... Il y a des structures de prise en charge longue où les enfants, où les jeunes ados sont en hôpital de jour, ils sont rescolarisés. Enfin, c'est des programmes de soins à la fois thérapeutiques, éducatifs, écologiques, etc. Donc, il y a des structures. Alors, c'est vrai que les services publics sont complètement dépassés, mais il faut revoir toute la question avec le médecin généraliste, le psychiatre, l'assistante sociale, enfin tous les intervenants. Il faut qu'il y ait une réunion entre tous les intervenants qui ont suivi cette jeune femme. Ouais. Le médecin généraliste vient seulement de prendre la mesure du problème et résultat, il vient de lui prescrire un médicament, un antidépresseur. Oui, mais ça, c'est, si vous voulez, c'est pas suffisant en fait. C'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut elle a dû voir des psychiatres, des psychologues, une assistante sociale, une éducatrice. Il y a bien une structure qui l'a déjà pris en charge quand même. Oui, mais bon, elle a eu des rendez-vous très espacés. C'était bon, d'ailleurs, elle n'était pas contre. Elle a même fait un rendez-vous avec un psy, elle et son petit ami à l'époque.
Mais effectivement, c'est pas suffisant, quoi. Non, mais il faut qu'il y ait une vraie prise en charge, surtout. Parce que c'est super cool que vous déjeuniez avec elle, que vous lui achetiez des fringues et tout, mais ça résoudra pas le problème. C'est un problème qui est latent et chronique. Non, puis c'est surtout que le déjeuner... c'est super qu'elle soit entourée. C'est ça que je veux dire. Mais ça suffit pas. Il faut qu'il y ait un vrai programme de soins. Sinon, elle s'en sortira. Enfin, je veux pas être défaitiste, mais il y a très peu de chances que les choses évoluent positivement. Donc, c'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire que il faut bouger toutes les structures là. Et l'acteur principal et le chef d'orchestre principal ici, à mon avis, c'est le médecin traitant. D'accord. Non, donc, ok. Parce qu'en fait, tout ça s'est plutôt déclenché par le biais de l'école. Oui, parce que c'est à l'école qu'elle a rencontré ce... Oui, mais c'est pour ça... Non, alors pourquoi c'est l'école ? C'est des copains, d'école, et du coup, lui, il a décroché de l'école il y a déjà longtemps. Et du coup, ils ont décroché de l'école et elle a gardé le contact et puis elle a rencontré d'autres gens et voilà, il n'y a pas les bonnes personnes. Mais Marine, encore une fois, là, je pense qu'il faudrait essayer de voir comment, en amont, cette jeune fille qui a 17 ans a vécu des choses qui sont difficiles et qui fait qu'elle est dans cet état-là. Parce que, vous connaissez sa mère, donc je ne sais pas si sa mère est équilibrée ou pas, mais si sa mère est relativement équilibrée, c'est qu'il y a eu alors je ne sais pas si c'est des abus, je ne sais pas si c'est il y a des traumatismes, de la violence, mais il y a eu des choses qui ont touché cette jeune fille bien avant ses 16 ans. Oui, ça c'est sûr. Voyez, et donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, et peut-être qu'à cette époque-là, vous n'avez rien vu parce qu'elle s'est enfermée dans son mutisme ou je ne sais quoi, mais je crois que c'est important de bien comprendre que c'est pas par hasard comme ça, que parce qu'elle à l'école elle a rencontré. Oui, c'est des facteurs favorisants ça. Elle va trop mal pour que ce soit juste des rencontres de mauvais garçons. Et à mon avis, encore une fois, c'est des suivis que en consultation, enfin avec ce que vous racontez en tout cas, des suivis que en consultation espacée, peu importe le temps d'espacement, ça suffira pas. À mon avis, il faut tout mettre à plat avec une hospitalisation. Mais est-ce que vous vous rendez compte que même dans le privé, parce que sa mère a des moyens, et elle essaye tout ce qu'elle peut depuis des mois, et même dans le privé, elle n'a pas réussi à lui trouver un psy. Non, mais vous trouverez pas de trucs en urgence. Mais c'est pas ça. C'est que moi, je suis un adepte des programmes intégrés de soins. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un chef d'orchestre avec différents acteurs et actrices, et sur un programme sur au moins une année. Donc, tant que c'est pas organisé ça marchera pas. Hospitalisant en urgence quelqu'un, elle pourrait très bien être hospitalisée en urgence, cette jeune fille. Le médecin la voit, lui dit sa vie est en danger, on t'hospitalise en psychiatrie. L'adresse, les hôpitaux psychiatriques sont sectorisés, ils dépendent de l'adresse où vit la personne. Ça, on peut, mais il faut que ça soit un programme structuré, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une hospitalisation pour mettre à plat les choses, et derrière un hôpital de jour, par exemple, je propose quelque chose, quoi. Un hôpital de jour où elle va le matin, elle rentre le soir, où à la fois il y a des soins psychologiques, des soins psychiatriques, des soins somatiques et des soins sociaux, si vous voulez. Il y a tout ça à remettre en place, parce que là, on est dans une désinsertion à la fois psychique et sociale. Et donc, si la mère a les moyens, d'autant plus, il faut organiser ce programme de soins. Oui, mais c'est difficile. C'est difficile parce de trouver des gens disponibles. Vous êtes dans quelle région ? En Loire-Atlantique. En Loire, près de Nantes ? Oui. À Nantes, il y a des super structures. Oui. Mais vous voyez, moi j'entends la détresse de Marine, Laurent, et j'entends comment vous réagissez, sauf que Marine et la mère de cette jeune fille ne connaissent pas tout ce que vous êtes en train de dire. Ouais. Et c'est là où on voit que notre société, quand même, par moment... Mais moi je me bats pour ça, Brigitte. Je sais. Mais c'est terrible, quoi. C'est terrible parce que les gens qui connaissent pas, ce qui est normal, je veux dire, le grand public, c'est... Un docteur va s'occuper régulièrement des choses. Or, c'est pas la réalité des choses. Il faut qu'il y ait plusieurs acteurs. On peut pas soigner. Je parle pas que des addictions, mais on peut pas soigner une personne tout seul. Il peut pas avoir qu'un intervenant. Il faut qu'il y ait plusieurs intervenants. D'accord. C'est bon, Marine. Vous avez compris la marche à suivre.
Bien sûr, hein. Je voulais dire aussi, c'est une ado, donc elle s'est assez manipulée et mentir. Hein. Bien sûr. Elle est allée chez son généraliste de nombreuses reprises et elle lui a fait croire que ça allait, quoi. Bien sûr. Que la situation était sous contrôle. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait derrière un psychologue clinicien qui la suive régulièrement pour travailler le fond, et qu'il y ait peut-être un psychiatre qui l'aide pour la prise en charge du médicament et de la psychothérapie. Enfin, oui, c'est pour ça que je dis il faut que ça soit un truc très étagé. Et en tout cas, au CHU de Nantes, même s'ils sont saturés, il y a de très très bonnes équipes. Hein. Bon. Merci Marine, en tout cas, de ce SOS, et on continue dans un instant avec vous sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Laurent Carilla, nous évoquons les addictions en tout genre, et je rappelle que Laurent Carilla, vous pouvez le retrouver dans différents livres, notamment, on en a parlé tout à l'heure, 25 idées reçues sur les addictions aux éditions Le Cavalier Bleu. Mais tout de suite, on revient sur l'addiction à l'herbe avec Valérie qui est avec nous. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Valérie. Bonjour Laurent. Écoutez, je suis ravie de vous avoir tous les deux à l'antenne. En tous les cas, Brigitte, parce que ça fait très longtemps que je vous écoute. Merci. Et vraiment, je vous adore. On est addict à Brigitte. Ah ouais, j'adore Brigitte. Moi aussi. Arrêtez Laurent. J'adore Brigitte. Et Laurent, je vous écoute sur une autre émission en fait, et je vous aime beaucoup aussi. Oh, merci. Voilà. Moi aussi, j'aime beaucoup Laurent. Moi aussi Brigitte, vous adore. J'ai envie de vous embrasser. Voilà, comme vous êtes addictologue, et moi ça me concerne, parce que ça fait longtemps que je consomme de l'herbe. Ouais. Donc c'est vrai que vous, effectivement, je vous ai eu écouté sur une autre émission, et c'est super intéressant. Merci. Voilà, je suis un peu émue aussi quand même. Nous aussi on est émus de vous avoir. Merci. Alors racontez-nous un peu votre histoire d'herbe. Écoutez, moi j'ai commencé, je dois avoir 17 ans à peu près, et en fait j'ai commencé prise rapide, j'ai été vite dépendante. Ouais. J'avais commencé, je voulais à 12 ans mon premier pétard, ou 12-13 ans ma première colo, mon premier pétard, mais ça m'avait endormi, donc du coup j'avais pas du tout apprécié. Et par la suite, je me suis retrouvée dans un environnement où ça fumait. J'étais adolescente, ma meilleure amie a commencé à fumer à ce moment-là. Et moi, j'ai commencé à 17 ans à peu près, on va dire. Et là, vous fumez tous les jours, là, actuellement ? Alors là, je fume tous les jours, oui. Alors après, je me suis arrêtée, j'avais une trentaine d'années, on va dire. Oui. J'ai arrêté 5 ans. Et j'ai repris en 2014 avec la rencontre avec un amoureux. Voilà. Il fumait lui aussi, c'est ça ? Ouais. Ou bien c'était pour se détendre, de la sexualité, des moments cool, etc. Ah, il fumait beaucoup, ouais. Il fume toujours. Ouais. Vous êtes avec lui encore ? Alors, on n'est plus ensemble, non. D'accord. Et vous fumez combien par jour ? Alors aujourd'hui, j'ai un peu exagéré, vous dites. J'ai un peu exagéré, on va dire. Et sinon, habituellement, j'en fume très peu maintenant. Hein. Je suis à 2 par jour. 2 joints. Matin, le soir. Donc, il y a une consommation. Le soir, c'est pour dormir que vous le prenez ? Non, enfin le soir, ou de journée. Oui, mais là, alors finalement, depuis quelques jours, j'ai tendance un peu à fumer un peu plus. Mais finalement, est-ce que ces joints vous posent problème ? Non. Par contre, quand j'arrête, oui. Oui, quand vous êtes en manque de nicotine et de THC, mais est-ce que c'est des joints qui posent problème ? Parce que est-ce qu'il y a d'autres problèmes par ailleurs ? Voilà, c'est ça que je veux vous dire. D'autres problèmes par ailleurs, là, il y en a eu, oui, de forte dépression, oui. Donc actuellement, je suis sous médicaments, mais après, poser problème, en fait, quand je m'arrête, si vous voulez, ça va pas du tout, quoi, par contre. Et c'est pas, dans la durée, ça va crescendo, quoi. C'est-à-dire que vous êtes de moins en moins bien si vous ne fumez pas pendant plusieurs jours. C'est ça. Oui. Au début, ça va, parce que je me dis, bon, allez, tu vas essayer, là, maintenant, tu te sens bien, donc tu vas essayer d'arrêter. Et quand je m'arrête, en fait, ça va de moins en moins bien, on va dire. Et moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez envie d'arrêter ? Mais j'ai peur, en fait, parce que là, j'avais essayé fin juin, là, et j'étais avec les chiens, je travaillais dans un chenil, là, en tant que bénévole pendant 4 mois, on va dire, tous les matins, pratiquement, et là, je fumais, puis après, j'étais bien, parce que j'avais la stabilité, j'étais bien avec les chiens, avec ce que je faisais, etc.
et à ma place. Et quand je me suis arrêtée de fumer, par contre, ça a été la cata, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que vous voulez arrêter de fumer aidé par des professionnels? Ah ben là, c'est plus compliqué. Ouais, par les professionnels, c'est un peu plus compliqué, oui. Et pourquoi? Ben, ou alors professionnel en médecine parallèle, on va dire, mais blouse blanche, moi, c'est un médecin, ça me fait un peu... J'aime pas trop. Ah. Parce qu'il y avait des médecins sympas. Vous aimez, Laurent. Moi, je suis un médecin sympa. Mais oui, mais vous, certainement, oui. Non, il y en a plein. Et... Pardon? Il y en a plein qui sont sympas. Mais vous avez peur d'être jugé, c'est ça qui vous gêne, Valérie? C'est plutôt le corps médical, le milieu médical, en fait, me dire, bon voilà, après je sais que j'ai un souci par rapport aux addictions, hein, moi c'est aussi le tabac, ça a été l'alcool, jeune j'ai pris le tout. Hein, D'accord, mais vous avez peur de quoi face à un médecin aux blouses blanches? Et j'aime pas trop. Oui, j'entends bien, ça j'ai bien compris, mais alors qu'est-ce que vous n'aimez pas? C'est une autorité, c'est quelqu'un qui va vous juger. C'est quelqu'un qui va vous priver de ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous diriez? Mais c'est le fait d'être face à quelqu'un qui est en blouse blanche, un médecin. Bon alors s'il n'est pas en blouse blanche alors? Ouais, c'est ça. Non mais précisez votre pensée, qu'on comprenne qu'est-ce que ça cache. Vous avez été, enfin je sais pas, vous avez un médecin qui vous a violé, traumatisé. Vous avez des médecins dans votre famille. Qu'est-ce que? Non, après la maladie elle est là. Enfin non, après non. Chez nous les hôpitaux. Enfin moi j'ai jamais aimé les hôpitaux, j'ai jamais trop aimé les médecins trop. Enfin voilà. Oui mais ça vient de quelque part ça. C'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et donc ce serait intéressant. Enfin encore une fois, moi je veux pas vous poser des questions et vous mettre sur un divan là, alors que vous appelez pour simplement parler de votre addiction à l'herbe. Mais ça veut dire quelque chose, et ce quelque chose, si vous comprenez ce que ça veut dire, vous allez avancer et vous allez enlever, si je puis dire, une épine que vous avez dans le pied. Mais bon, vous y réfléchirez et puis ce sera peut-être l'occasion d'une autre fois. Mais en tout cas, j'ai l'impression, Laurent, quand vous entendez Valérie, qu'elle n'est pas réellement totalement dans une addiction. Si elle est dans une addiction parce qu'elle consomme tous les jours, etc., parce qu'elle ne peut pas s'empêcher d'eux, il y a des symptômes, mais elle est dans une consommation qui ne semble pas poser problème. C'est ça. Et qu'il y a certaines personnes qui fument et qui, ils fument. Voilà. Elle n'est pas motivée pour se dire je vais arrêter. Donc, moi je me pose beaucoup de questions justement, Brigitte et Laurent, par rapport à ça, justement à ma consommation, je me suis beaucoup posé de questions et j'ai ralenti justement parce que je fumais trop. D'accord, donc vous êtes capable... Et l'alcool c'était pareil, si vous voulez, je pouvais boire tous les 2 jours. D'accord, donc vous êtes capable visiblement de ralentir, pour l'instant de gérer, et on peut considérer que... réduire, ça peut aider. Voilà, on peut considérer que Valérie, elle est à la frontière, quoi, en quelque sorte. Réduire, elle est addicte, mais réduire, c'est une première étape pour aller vers un arrêt si elle en a envie. D'accord, mais à condition qu'il n'y ait pas de blouse blanche, et c'est là où... Voilà, sans blouse blanche. Bon. Merci Valérie, en tout cas, Valérie. Merci beaucoup. On va se retrouver avec le Love Conseil. On aura également Charlotte qui va tester un coffret coquin pour Noël. Et puis vous pouvez vous aussi nous rejoindre au 0826 300 300. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Laurent Carilla, je vais vous parler de l'adulte et de l'enfant qui est en nous, parce que en chacun de nous, il reste notre enfant intérieur, et je dirais heureusement, parce que je trouve que c'est important de garder une part de naïveté, une part de curiosité aussi, parce que l'enfant, il est naïf, curieux, joyeux, et malheureusement cet enfant intérieur, si je puis dire, est souvent négligé, ignoré, et c'est bien dommage parce que c'est à l'origine de bien des conflits intérieurs, et tout particulièrement dans le domaine affectif. Alors il y a une solution qui est intéressante pour mieux connaître son enfant intérieur, et je vais donc vous la révéler. Prenez le temps de choisir quelques photos de vous lorsque vous aviez entre 3 et 7 ans. Et choisissez-en une dizaine, et de temps en temps, prenez le temps de bien regarder ces photos et laissez remonter les émotions qu'elles provoquent en vous.
et voyez si ça vous provoque des émotions sympathiques, agréables ou au contraire négatives. Et puis n'hésitez pas à mettre une photo de vous, enfant, donc votre photo que vous aimez particulièrement, quelque part, de façon à ce que vous puissiez de temps en temps vous remémorer cet enfant qui est en vous. Vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai une anecdote à propos de ça. J'étais au Hellfest et on m'interviewait pour mon bouquin. On n'a qu'une vie qui venait de sortir en poche là. Et j'avais posté sur les réseaux sociaux une photo de moi petit. Je devais avoir peut-être 7-8 ans, avec une veste avec des badges et des patchs de hard rock et ma guitare électrique. Ouais. C'était chez mes parents, c'est une photo. Ouais. Et là, j'ai été surpris en interview. Le journaliste me dit. Qu'est-ce qu'il dirait le Laurent sur la photo d'Instagram avec sa guitare et sa petite veste de 7 ans à toi Laurent maintenant? J'ai été empli d'un truc d'émotion, j'avais jamais ressenti ça quoi. Et c'est exactement ce que vous dites, c'est que ce truc de repenser à l'enfant, à cette photo, à ce qu'on a été, ce qu'on a vécu, etc. C'est un truc fou. Oui, mais ça parle énormément de nous et c'est important de bien se le remémorer. Charlotte, alors vous avez reçu un coffret cadeau, donc comme tous les enfants, sauf que c'est quand même un coffret cadeau pour adultes puisque c'est un coffret coquin de Noël. Bonjour Charlotte. Bonjour. Oui, j'ai bien reçu un joli coffret qui m'a fait un peu sourire parce que j'ai une âme d'enfant par moment, mais je ne suis plus une enfant depuis longtemps. Donc vous avez pu jouer avec ce coffret qu'on trouve bien sûr sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Alors il y en a des choses dans ce coffret. Alors on va commencer par peut-être les choses les plus anecdotiques et que j'ai un peu laissé derrière moi. Le bonnet du Père Noël, l'anneau. Je ne sais pas si vous avez le coffret avec les cornes, enfin les... C'est ça hein. Oui, l'élan. C'est un élan. Oui, c'est un élan, oui, je pense, oui. C'est l'élan vital. Bon, je vous avoue que j'ai pas eu le courage de l'essayer. Ah c'est pas bien ça, vous avez pas fait votre travail, Charlotte. Mais c'est-à-dire que je suis pas depuis assez longtemps en couple avec la personne avec qui je suis pour lui demander de me poser cet anneau vibrant sur. Parce que, non, il est pas vibrant, si, je sais pas. Non, voilà, c'est un peu délicat pour moi. D'accord, c'est pas grave. Vous avez quand même testé la bougie de massage. Voilà. Donc il y a un jouet assez classique. Voilà. On a fait ça, du coup c'était sympa parce qu'on a fait ça, il s'est pris au jeu parce qu'il est peut-être moins porté sur ces choses-là que moi et du coup ça a permis un peu d'ouvrir la fenêtre là-dessus, c'était rigolo. Donc le jouet classique mais plutôt pas mal au niveau proportion, il est plutôt esthétique, c'est bien, assorti à la petite ceinture qui peut servir à bien des choses. Qui est mignonne, qui est dorée aussi, oui. Voilà. Le gel fonctionne bien. Les menottes classiques. Bon, voilà. Et puis il y a le jeu de dés position-action qui peut être marrant aussi. Qui peut être marrant. Moi, ça m'a fait rire parce que j'ai vu dans les. Il y a nombril, sein, pied, fesses. Oui. Lèvres. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été laissées de côté. Ça m'a fait sourire qu'il y ait les pieds et pas d'autres peut-être zones érogènes qu'on peut peut-être passer avant. Bon, ça m'a fait sourire, c'était marrant. Une autre petite chose rigolote aussi, c'est quand alors je les ai pas toutes défaits, les petits, vous savez, les petits messages. Oui, les petits messages qui sont dans le cœur, oui. Et alors, il y en a quand même, je sais pas, faut pas que je continue parce qu'il y en a qui sont assez drôles. C'est exécuter 10 pompes alors que votre partenaire est allongé sous vous. Ah oui, d'accord. Si vous réussissez, etc. Donc voilà, un aspect un petit peu sportif aussi quand même. En tout cas, bon, moi je trouve qu'il est marrant ce coffret coquin de Noël parce qu'il y a plein de choses différentes, on peut s'amuser. Et puis franchement, il est à 33 €, alors que c'est il y a une valeur de 92 €. Donc je connaissais pas le prix. Ouais. C'est un beau cadeau. Franchement, c'est un joli cadeau pour voilà. Oui, c'est sympa. Il y a quand même, on a essayé. Alors je sais pas comment ça s'appelle. Ce que vous mettez là sur le sexe de l'homme, c'est, vous le voyez, c'est une espèce de plaque en gel.
Vous l'avez ou Je ne sais pas parce que c'est Laurent qui m'a volé mon coffret. Elle m'a offert le coffret pour Noël. Il a volé, c'est comme un gros préservatif. Il a déjà dû le voler. Il savait ce que c'était. Il l'a mis dans sa poche. Non, j'ai tout le coffret. Elle m'a offert tout le coffret. Il y a des menottes, il y a du gel, Sex Hot. Ah bah ça doit être ça, c'est ça. Ouais, je vois le gel. C'est ça. Ah non, c'est. Et non, c'est quelque chose que vous avez posé sur le gland. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, je le vois. Ouais. Pour la masturbation. Et en fait, il m'a dit qu'il a trouvé ça très agréable. Mais il disait peut-être qu'il fallait que ce soit un petit peu plus long pour que vous puissiez prendre. C'est un mini masturbateur en fait. Mini masturbateur. Ah bah voilà. C'est un masturbateur de poche. D'accord. Bon. En fait, Laurent, vous allez passer de bonnes fêtes. Hein. Ouais, je vais m'éclater. Ouais, voilà. Quelle note vous lui donnez, Charlotte? Bon, allez, on met 7 à 8 même. On peut mettre 8 sur 10 compte tenu du prix. Allez, d'accord. Voilà. Eh ben, merci Charlotte. Merci Charlotte. Merci à vous. Et je rappelle donc que ce coffret coquin de Noël, vous le retrouvez sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Merci beaucoup Charlotte. On continue avec Louis qui est avec nous. Bonjour Louis. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour docteur. Bonjour Louis. Vous pouvez m'appeler Laurent. Bonjour. Oui, bonjour Laurent. Oui, je suis très heureux aujourd'hui parce que j'ai en même temps Brigitte que j'écoute depuis le début de l'émission. On devrait faire une émission d'intérêt public. C'est la meilleure Brigitte. Ouais, vraiment, c'est super, vraiment, mais vraiment. À tous les niveaux, niveau sexuel, mais tous les niveaux, problèmes de couple. J'écoute cette émission, je ne sais pas, elle existe depuis combien de temps? 10 ans, 22 ans, 23 ans, je ne sais plus. 22 ans. Oui. Toute une génération. Oui. Mais comme je dis souvent, il y en a qui arrivent sur le marché tous les jours. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Laurent, donc, qui évidemment, de par mon parcours, m'a interpellé depuis longtemps dans sa démarche d'addictologue qui a apporté une modernité, un regard nouveau aussi. Merci. Il y a une quinzaine d'années sur la façon d'aborder la toxicomanie et tous ces problèmes-là multifactoriels. Oui, donc, ça c'est vrai que c'est très important ce que vous dites, parce que Laurent Carilla, par son approche justement un peu plus cool, plus rock'n'roll, oui, c'est le terme. Je pense que vous avez aidé beaucoup de personnes qui étaient dans l'addiction, parce que vous avez dédramatisé, si je puis dire, et je crois que c'est important parce que il y a un jugement, je trouve, qui existe encore, moins aujourd'hui certes, mais qui existait de manière terrible sur les personnes qui étaient dans l'addiction. Oui, je pense que ça a ouvert. D'ailleurs, ça a ouvert plutôt le regard de ceux qui ne vivent pas cette addiction. C'est-à-dire ceux qui le jugent justement et qui avaient des arrêts des idées très arrêtées sur ça. Et donc c'est vrai que ça a beaucoup démocratisé l'idée que c'est une maladie et que ça se soigne. On n'y est pour rien et que ça se soigne, voilà. Exactement. Et donc vous étiez addict? Oui, moi j'ai vécu une longue toxicomanie, jeune, de 18 ans jusqu'à 30 ans à peu près, profonde, héroïne, cocaïne. Donc vraiment dur. Ça a commencé évidemment avec de la consommation, cannabis, alcool mélangé. Et puis voilà, c'est parti avec des problèmes propres de la jeunesse évidemment, parce qu'on ne rentre pas dans la toxicomanie sans avoir des problèmes personnels. Vraiment, même s'il y a quand même un côté festif qui peut entraîner à ça, c'est quand même derrière, il y a un problème forcément. Et donc je voulais vous apporter un témoignage. Moi, je m'en suis sorti grâce à des docteurs, grâce à des addictologues qui m'ont aidé, des traitements, et puis ensuite j'ai eu une vie tout à fait normale, j'ai eu des enfants, j'ai créé une belle entreprise, je me suis inséré dans cette société. Donc ce n'est pas une fin en soi, on peut très bien passer ces moments-là et pour autant devenir quelqu'un qui est inséré dans cette société entre guillemets à peu près normal. Oui, c'est intéressant parce que vous avez quand même été loin, puisque l'héroïne, c'est quand même une drogue très dure. Même la cocaïne, Brigitte. Oui, franchement. en tout cas, l'héroïne, ça a une image un peu stigmatisante en fait de base. Oui, on dit que ça fait quelque chose aux gens. Mais en tout cas, vous en êtes sorti. Bravo. Quel est, Louis, le déclic qui vous a fait prendre conscience, qui a fait que vous avez commencé à vous soigner, et qu'est-ce qui vous a permis d'être en rémission, pour utiliser le terme qu'il faut utiliser? Merci Brigitte.
Alors des déclics, j'en ai eu beaucoup évidemment, c'est des déclics de survie, donc évidemment c'est une vie de toxicomanie, c'est une vie de rechute en fait, on essaie de s'en sortir à maintes et maintes reprises, et on rechute, ça dure longtemps, et en fait je pense que malheureusement dans ces cadres de toxicomanie lourde et forte, il y a un temps qui doit passer, en tout cas c'est l'analyse que j'en ai sortie moi. Et je crois que voilà, ce temps était passé. Il était vital pour moi de passer à autre chose. En fait, je pense que c'est ça qui a le déclic. Voilà. Donc c'est que votre élan vital n'était pas complètement étouffé et à un moment donné, il vous a permis de sortir la tête hors de l'eau. Et vous êtes fait aider par une équipe. Vous avez pris de la méthadone, des choses comme ça. Ouais. C'était à l'époque, mais non, c'était pas le Subutex, c'était Temgesic, je crois. Ah oui, d'accord. Vous êtes, d'accord, ok. C'était les années 80, 90. D'accord. Aujourd'hui, j'ai 58 ans. Et donc, oui. Bon, à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. C'était des centres. Ça, je l'ai mal vécu parce que il y avait beaucoup de gens dans des détresses sociales fortes. Moi, c'était pas mon cas. Et il a fallu qu'on se mélangeait avec des gens qui avaient des problèmes beaucoup plus lourds, beaucoup plus... voilà, je sais qu'aujourd'hui ça a dû changer, je pense que les centres de... Ouais, c'est plus structuré aujourd'hui, ouais. Voilà, c'est plus structuré. Bon, à l'époque, c'était très nouveau, il y en avait peu, il y en avait un par ville, par grande ville. Voilà, quoi, c'était compliqué. Moi, personnellement, c'est la rencontre avec un docteur généraliste qui m'a suivi et qui m'a sorti vraiment définitivement de cette addiction. Super. Voilà. Bravo en tout cas. Bravo aussi pour ce témoignage, c'est important. Bah écoutez, avec plaisir. Et merci de pouvoir m'exprimer et en tout cas, je suis très heureux de vous avoir eu aujourd'hui à l'antenne tous les deux. Et merci, oui, de montrer qu'on peut vraiment s'en sortir. Je crois que c'est ça qui est important. Peut-être pas forcément pour ceux qui sont dans l'addiction, parce qu'ils sont peut-être pas à l'écoute, mais pour ceux qui sont proches de gens qui sont dans l'addiction. On peut s'en sortir. Et ce que vous dites aussi, je trouve, Louis, sur lequel je veux rebondir, c'est qu'en effet, on s'en sort un peu, on replonge, on s'en ressort et on finit par s'en sortir. Et il faut pas. Enfin, je veux dire, c'est assez fréquent qu'il y ait des c'est très rechutes. Fréquent même. Et on apprend de ces rechutes. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Il faut pas désespérer. Et continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis. Merci Brigitte, merci Laurent. Au revoir. On fait une petite pause, on va conclure avec Fabienne qui nous rejoint. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Laurent Carilla est avec nous. Merci Laurent d'être là pour bien faire comprendre aux gens ce qu'est l'addiction, parce que encore une fois, on est tous obligatoirement entourés de gens qui sont dans l'addiction. C'est vrai. Et c'est important toujours de ne pas juger il faut jamais juger, ni culpabiliser, parce que sinon on peut pas les aider. Et c'est pas sympa pour eux. Exactement. Alors Fabienne, justement, c'est votre frère, je crois, qui est dans l'addiction. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour Fabienne. Oui, moi je vous appelais justement parce que, comme vous le disiez, on parle beaucoup de jugement et de culpabilité, et les familles sont aussi très dépourvues quand on est sujet à des personnes addictes. Donc moi c'est mon frère qui est addict à l'alcool. D'accord. Depuis très très longtemps, et on le voit s'enfoncer, que ce soit physiquement, au niveau de sa santé, et on n'arrive à rien à faire, quoi. Et j'imagine que ça met en péril son couple, son travail. Alors, il est célibataire. D'accord. Donc oui, ça a joué aussi dans ses relations de couple. Et ça a joué aussi dans son travail. Et comme souvent dans les familles, il y a une sorte de non-dit, c'est ça ? Alors, oui, il y a une sorte de non-dit. On lui en a parlé à plusieurs reprises. Mais il le vit comme quelque chose de... Il a l'impression qu'on l'agresse. Et il est conscient de sa maladie ? Alors là, récemment, il a pris un boomerang dans le visage puisqu'il a des problèmes hépatiques. De quel type ? Donc là, pour l'instant, on n'en sait trop rien, mais une prise de sang qui était vraiment pas bonne. Ouais. Et là, il doit faire des examens pour voir l'état du foie.
D'accord. Je précise d'ailleurs que lundi, avec Michel Odoul, on parlera du foie. Hein. D'accord. Qui est un organe majeur, vous savez. Mais pas qu'un épurateur. Quoi. Absolument. Tout à fait. Et donc, moi, je lui ai proposé d'aller voir un addictologue, d'aller se faire soigner. Et c'est difficile parce qu'il refuse. Il y a de sa part. Il a quel âge il a 57 ans. Oui, c'est. Est-ce que vous avez essayé par le biais des associations, genre Alcooliques Anonymes ou Alors moi j'avais appelé un jour, j'avais appelé l'association Alcooliques Anonymes. Ouais. Ils m'avaient un peu donné des conseils, mais si la personne concernée ne veut pas se faire soigner. Oui, bien sûr, mais bon, juste qu'il aille juste pour un peu entendre un peu les autres témoigner. Et puis pour l'entourage, il y a une association qui s'appelle Alanon. Qui aide aussi les familles les familles de personnes malades, quoi. Et est-ce que par exemple on pourrait pas conseiller à Fabienne d'y aller avec son frère une fois une association alcool anonyme? Ouais, bien sûr. Moi je pense que ça serait possible, vous pensez, Fabienne? Oui, moi je suis prête à tout faire pour l'aider, mais c'est que lui ne refuse. Même avec vous, vous pensez qu'il refuserait si vous lui demandiez, tiens... Il faudrait que j'essaie. Il faudrait que je réessaie. Et peut-être par le biais aussi des problèmes hépatiques, peut-être ça peut aider à amorcer quelque chose aussi. Hein. Alors, lui a décidé d'arrêter de boire. Mais est-ce que seul il peut s'en sortir ? Surtout, il faut faire, je ne sais pas quelles étaient ses habitudes de consommation, mais arrêter seul de boire quand on est... C'est dangereux, c'est très dangereux, donc il faut vraiment qu'il y ait une supervision médicale, hein, quand même. Hein. C'est dangereux parce que il a besoin d'alcool pour... S'il est dans la maladie alcoolique, comme le dit Brigitte, hein, la maladie addictive alcoolique, les personnes n'arrêtent pas de boire seules parce qu'il faut mettre en place un traitement. Parce que s'il arrête seul, il peut mourir. Enfin, il peut faire une crise de convulsion, et il peut faire ce qu'on appelle un délirium très mince, où il y a 20% de mortalité quand même. C'est un syndrome de sevrage très grave, qui peut être grave, quoi. Donc il faut vraiment qu'il y ait un encadrement médical. D'accord. C'est ça qui est important. Oui, c'est important de le dire parce on a toujours l'impression qu'il suffit d'arrêter de boire. Mais un addict à l'alcool n'arrête pas de boire seul. Un addict à l'alcool, il se fait aider pour arrêter de boire. Ok. Mais vous avez l'air, je suppose, puisque vous appelez pour votre frère, vous avez l'air d'avoir une relation quand même assez chouette avec lui. Oui. Donc je crois que, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas le juger, mais ça, je pense que c'est pas votre. Et puis je pense que vous pourriez l'accompagner. Vous êtes dans quelle région ? Dans la région des Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône. C'est quoi, Marseille, tout ça ? Oui. Marseille, vous êtes dans Marseille ? Oui. Il y a un super service à Marseille, le service du professeur Lançon. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Là, je vais tout noter, l'association et le professeur Lançon. LANCCDION. D'accord. De ma part. Je fais pas de la pub, je travaille dans le public. Hein. Oui. Et puis quand bien même, si ça peut aider Fabienne et son frère. Non, mais je pense que c'est ça. C'est comme vous avez dit, Brigitte. Essayez d'aller tous les deux à une réunion d'anciens buveurs, de support, plus le médical, essayez d'aller dans une structure via le médecin généraliste, toujours, il ne faut pas l'oublier, qui joue le rôle de chef d'orchestre. Vous savez, Fabienne, j'ai l'habitude d'entendre des personnes qui sont victimes, j'ai autour de moi des personnes qui sont victimes, et je trouve que là, quand vous parlez de votre frère, c'est une victime, il est victime de son alcoolisme. Et souvent, les victimes n'ont pas l'énergie pour aller... L'impulsion pour d'eux-mêmes aller faire la démarche. Et c'est pour ça que je dis souvent... prendre par le bras quelqu'un, je pense notamment aux femmes qui sont dans des couples toxiques, souvent elles ne vont pas aller toutes seules porter plainte. L'accompagnement, c'est important. Et donc amener quelqu'un qui est donc victime, je pense que c'est vraiment un acte charitable et nécessaire, parce que les victimes sont... alors, parfois elles ont honte, parfois elles se sentent coupables, parfois elles sont complètement affaiblies par le fardeau qu'elles portent sur leur dos, et donc je pense que ce serait bien que vous compreniez ça pour vraiment le soutenir. Oui. Je vais essayer de voir tout ça avec lui.
Voilà, je pense que ça peut... Bon courage. Merci en tout cas. Je vous remercie infiniment pour tous ces conseils. Mais je vous en prie, je vous en prie. Je crois qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. Ouais. On n'a pas parlé de jeux d'argent, ni de... Mais c'est pareil, c'est toujours la même... C'est les mêmes mécanismes, hein, Brigitte. C'est jeu d'argent, ou c'est pareil que la drogue, quoi, ou l'alcool, ou le tabac, ou les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est-à-dire que finalement, c'est que des branches d'arbres, vous voyez, et les mécanismes sont identiques, les signes cliniques sont identiques, les complications, elles sont pas toutes identiques, mais il y a des problèmes psychologiques, des problèmes physiques, des problèmes sociaux, et c'est plutôt la stratégie de prendre en charge ces gens-là. Mais là, ce que je vois avec tous les témoignages qu'on a eus aujourd'hui, c'est le manque d'information cruciale des gens, quoi. Je suis étonné quand même. Alors, je reçois plein de messages sur les réseaux sociaux et malheureusement je ne peux pas répondre à tout ça. Bien sûr, mais alors là, qu'est-ce que vous pourriez dire justement? Mais je ne sais pas comment on pourrait faire, mais il faudra avoir déjà le plan de soins. C'est-à-dire le plan de soins, c'est d'abord le médecin généraliste qui va orchestrer, peu importe s'il y a des compétences en addictologie ou pas, mais il va orchestrer. Et il y a des centres d'addictologie, il y a des centres jeunes consommateurs pour les plus jeunes, il y a des services hospitaliers d'addictologie. Il y a les hôpitaux psychiatriques aussi pour les problèmes psychiatriques, il y a les urgences. Est-ce que si on va par exemple à sa mairie et qu'on demande est-ce que les maires ou enfin les gens qui travaillent dans des mairies sont capables de donner les bonnes adresses? Normalement, il y a la géographie locale normalement des soins. Et de toute façon, le médecin traitant, encore une fois, lui, il peut guider vers des soins. Oui, mais excusez-moi, mais les médecins traitants, ils sont débordés aussi. D'accord, ils n'ont pas le temps, ils passent... Oui, mais donc voilà, il y a ce problème-là, je ne vais pas pouvoir le gérer, donc vous allez faire ça, ça, ça et ça. Oui, mais peut-être que les médecins traitants, comme vous dites, ne sont pas tous aussi renseignés que vous avez l'air de le dire. Il faudrait, en tout cas. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pour ça que j'essaye de voir quels sont les endroits où on pourrait, où n'importe qui pourrait... Normalement, à la mairie, sur l'antenne santé de la mairie, normalement, il devrait... Je pense, oui, c'est pour ça que je renseigner donne sur quelles sont les structures en rapport avec les addictions. Ouais, dans la ville ou le village, ou enfin, en tout cas, le village, si c'est un village, l'endroit le plus proche. Après, ceux qui habitent proche de CHU, de centre hospitalier universitaire, là, il y a des services, normalement, de psychiatrie et d'addictologie. D'accord. Donc là, ils peuvent aussi se renseigner. Et les médecins addictologues, de toute façon, sont spécialisés dans toutes les addictions. En théorie, oui. J'aime bien votre théorie. Ouais. Et en pratique, ça dépend. Il y en a qui connaissent très bien. Les trucs de base, l'alcool... le tabac, le cannabis, oui. Après, sur des petites spécificités, des fois, être dans de certaines... L'addiction au sexe, par exemple. Ouais, l'addiction au sexe, tout le monde n'en fait pas. Je me doute bien, ça c'est sûr. Mais tout le monde devrait en faire. Mais est-ce que justement un sexothérapeute sera capable de... Il faut qu'il soit formé. Il faut qu'il soit formé aussi, d'accord. Il faut qu'il soit formé. D'accord. Mais on peut s'aider de sexothérapeute. Dans le programme de soins très global, c'est médecin généraliste, psychologue clinicien, j'insiste sur le mot clinicien, parce qu'il y a plein de charlatans, addictologue, psychiatre ou non, peu importe, mais addictologue. On n'a pas le droit de mettre l'étiquette addictologue si on ne l'est pas. Ah non, il faut passer soit vous êtes psychiatre comme moi, vous avez passé un diplôme complémentaire, soit vous avez passé des diplômes universitaires et vous avez des compétences, ou une capacité, des compétences. Mais non, on ne peut pas être addictologue comme ça. Il faut faire attention parce que... Excusez-moi, comme on sait qu'il y a plein d'étiquettes. Vous avez raison, parce qu'il y a plein de coachs en addictologie qui sont des vrais charlatans. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment, médecin traitant, psychologue clinicien, médecin avec compétences en addictologie, éducateur spécialisé. Vous voyez, après, c'est plein de puzzles dans le truc. Eh bien, merci de ces précisions, Laurent Carilla, et on continuera bien sûr avec vous prochainement. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevan, et demain, on sera avec Christophe Médici et nous allons adoucir les mœurs puisqu'on parlera de musique.